concentré sur le débat, je vous le dis, je suis là pour choquer. Si tu nous dis que Rudy Garcia, il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi, il a le niveau pour jouer au Real Madrid. Rodrigo, sa hype, elle a duré 2 matchs la saison dernière. Mbappé, aujourd'hui, il est plus populaire que l'équipe de France et que Didier Deschamps. Mbappé, demain, il monte au créneau. Il dit Deschamps, c'est une pompe. Ils font un changement d'entraîneur. T'es sûr que 48 heures après, Deschamps, il a sauté. Mais je sais pas con Dédé. De Laurenti pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Je suis allé me faire la compile que ça mardi. La compile a duré 2 minutes, il n'y avait pas grand chose. C'était souvent les 3 bonnes tacles qui revenaient. Je me suis dit, attends, il y a que ça dans la compile. Guardiola, meilleur coach de l'histoire. C'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. Il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Alex Ferguson, c'est juste un Giroud qui a eu beaucoup de moyens. C'est pour ça qu'il a réussi. Pendant des années, on se faisait dérouiller à chaque gros match. Ça fait penser à Rudy Garcia. Le match, il va débuter. Les 11 sur le terrain, ils vont se caguer dessus. On va sortir les pop-corn, on va observer tout ça. On va mourir, on va tous mourir. Moi, je n'y crois pas. On va se faire éliminer comme des putes. J'en suis sûr. J'ai déjà tout prévu. Le paquet de mouchoirs. Je veux pas voir ça. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1, c'est le meilleur championnat européen. Mbappé, c'est un remplisseur de brouettes. Par contre, quand il faut aller trousser les grosses équipes, malheureusement, c'est lui qui se fait remplir. Salut à tous, super content de vous retrouver pour un nouveau débat du FC Copain spécial mondial 2026. Et ouais, les copains, ça y est, c'est parti. Donc là, on va lancer une espèce de longue série de débriefs d'après-match. Alors, je ne sais pas si on va réussir à tenir le pari, mais on va essayer de suivre tous les matchs, les gars. Et on va essayer de faire des débriefs sur tous les matchs. Bah ouais, en fait, on kiffe le foot, on aime ça. On aime en parler. Donc, en fait, sur la chaîne, ça va être un peu l'objectif. Encore une fois, je ne sais pas si on va le tenir, mais on va essayer de débriefer tous les matchs qu'on va voir pendant ce premier tour, ces 16e de finale, et ainsi de suite. Donc, ça commence aujourd'hui. Ça commençait ce soir. C'était évidemment un horaire un peu habituel pour la chaîne, mais inhabituel pour des lives. C'est 2h30. Mais il va y en avoir à 4h, il va y en avoir à 6h, il va y en avoir... Enfin, on va occuper le terrain, hein, les copains. Je préfère vous le dire tout de suite, en préambule de ce petit live de débrief. On va en faire plein. Voilà. Donc ça, le message est passé. Une fois que le message est passé, bon, petit truc habituel encore une fois, n'hésitez pas à commenter, liker, partager. On a besoin de ça pour faire vivre la chaîne. Pour aussi, surtout, faire vivre le débat et pouvoir passer un petit moment sympa avec vous et de me dire si moi je me trompe ou si plutôt vous avez la même sensibilité. N'hésitez pas à vous abonner. On a besoin de ça aussi pour continuer de faire grimper la chaîne. On est à plus de 2000 abonnés, il faut continuer. Et puis voilà. Bon, maintenant que j'ai passé une bonne minute à vous passer les bases et à vous donner... les petites prérogatives, les copains, on y va, c'est bon, vous êtes là pour ça. On est là pour parler de ce Mexique-Afrique du Sud. Donc, la question elle est posée juste à côté. Le Mexique a-t-il envoyé un message avec sa victoire 2-0? Donc, je vais vous donner un peu ma sensibilité sur ce match et on va voir ensemble si vraiment ce 2-0 est très significatif, ou est-ce que on est sur une victoire pas anecdotique, mais peu significative. Je vous cache pas que je suis un peu partagé entre les deux. Là où spontanément après cette rencontre, j'ai tendance à penser que le Mexique a mérité sans conteste, on va dire sa victoire. De l'autre, est-ce qu'on peut vraiment dire qu'il y a un message qui est envoyé avec ce 2-0? Bon, forcément, on est obligé de prendre en considération, c'est pour ça qu'on pose la question, c'est que le Mexique a un statut à part. Le Mexique a un statut à part dans cette Coupe du Monde parce que pays organisateur. Donc, forcément, on est obligé de constater que oui,
le zoom qui est fait sur le Mexique est forcément différent. Donc, bien sûr, cette première victoire 2-0 en clean sheet obtenue globalement dans la facilité, mais sans véritablement souffrir, ça peut laisser des bonnes perspectives. Ça, oui, ça je peux comprendre. Peut-être prendre même directement une option sur la qualification, à voir tout à l'heure avec le match à 4h du matin entre la République tchèque et la Corée du Sud. Mais oui, qu'il y ait des ondes positives qui étaient envoyées, des signaux positifs qui étaient renvoyés et des secteurs qui rassurent, oui. Le message, moi je vous le dis spontanément, je n'irai pas jusqu'à un message. Et j'ai même pas posé la question, envoyer un message à toute la planète football. Hein. On reste juste envoyer un message, genre on est là. Oui, il semble être présent, là, pas de problème. Maintenant, est-ce qu'on est sur une vraie masterclass? On va y revenir. Et est-ce que derrière, on peut être super confiant? Je suis entre les deux. Donc, bon, comme d'habitude, hein, pour un petit débrief, on commence avec les compos d'équipe. Donc, on a un espèce de 4-1-4-1 côté mexicain, qui est plutôt, je trouve, je vais pas dire offensif, mais on sent quand même que les Mexicains, ce soir, ils avaient envie et ils avaient surtout besoin de remporter cette victoire pour bien lancer leur Coupe du Monde. Et mine de rien, sur la compo, le fait de retrouver Quinones avec Jiménez en pointe, Raúl, pas Santiago, ouais, je trouve que c'était plutôt offensif et on l'a vite vu. On a vite vu que du côté mexicain, on voulait remporter, on voulait vite aller sur on va dire surfer sur l'ambiance, sur je dirais pas jusqu'à l'euphorie, mais il y avait quand même une belle ambiance dans le stade. Et ouais, je pense que dans l'esprit de Agüero, le sélectionneur, l'idée c'était de démarrer fort et peut-être arriver à marquer rapidement un but pour vite se simplifier les choses. Et on va être très clair, hein, c'est globalement ce qui s'est passé parce que ok, ce début de match, il est plutôt tambour battant côté mexicain, mais c'est 9e minute, tu ouvres le score alors que tu as déjà sollicité Ronald Williams, le gardien sud-africain. Forcément, tu te simplifies le match. Forcément, tu te mets dans les meilleures conditions pour pouvoir obtenir on va dire, d'avoir un ascendant sur ton adversaire. Et on va en parler quand on va regarder. Voilà, je remontre les compos. Quand on regarde du côté sud-africain, bon bah là le 5-3-2, dès le départ, on a compris que ça allait être compliqué. On a compris. Alors, affiché en 5-3-2, mais ça peut être aussi 3-5-2. Mais en tout cas, la défense à 3 très vite, elle a montré pour moi beaucoup de limites. Et je sais plus, je crois que c'est Mbokazi qui fait un espèce de dégagement à la 2e ou 3e minute dans la surface. Tu sens qu'il n'y a pas la sérénité côté sud-africain. Et dans ce type de match, alors peut-être que dans un autre contexte, on rappelle que, petite anecdote, Mexique-Afrique du Sud, on avait déjà eu ça comme match d'ouverture en 2010. Mais sauf que c'était l'inverse, c'était en Afrique du Sud. Et pour la petite anecdote, le Mexique l'avait déjà emporté. Mais là, quand on regarde, on se rend compte vite que les Sud-Africains, ils sont pas au niveau. Mentalement, ils se font bouffer. Ils subissent énormément. Ils n'arrivent pas du tout à relancer vite la balle. Et quand tu prends le but à la 9e, dans ce type d'ambiance,
comme on l'a dit, avec logique, hein, le public qui est chauffé à blanc et une grosse ambiance. Si tu te foires un peu sur ton début de match, qui plus est, tu prends le but, ça va être compliqué. Ça va être très compliqué. Et c'est globalement ce qui leur est arrivé, c'est que ça a été très compliqué dès le départ. Et là, je regarde un petit peu les cartons. Bah, on a directement après, dans la foulée, il y a un carton pour Mokoena et Gutiérrez aussi va avoir. Et pourquoi je regarde un petit peu ça? Parce que ça va être aussi un axe de ce débat. Les copains, moi je vous dis très honnêtement, j'ai des vraies interrogations. Je reprends son nom sur Monsieur Wilton Pereira Sampaio, Monsieur l'arbitre. Ah, Monsieur l'arbitre, alors je vais pas dire qu'il a changé toute la phase du match, parce qu'encore une fois, je pense que le Mexique a entamé le match de la meilleure des manières, a eu la bonne attitude dès le départ et a eu le mérite d'ouvrir le score rapidement, mais parce qu'ils ont aussi des occasions et qu'ils jouent. L'arbitre, forcément, à un moment donné, a une vraie incidence parce que on se retrouve... alors, je reprends les minutes. La minute, c'est 49e minute. Donc, Citolé. Bon, on l'a appelé Citolé, mais bon, si on regarde bien son nom, hein, je vous le remontre. C'est le numéro 13 sud-africain qui a 27 ans. Normalement, c'est Chitol. Mais bon, on va comprendre que peut-être pour des raisons orthographiques, on va peut-être pas l'appeler comme ça. Après, peut-être qu'en sud-africain, ça se dit comme ça, mais en tout cas, bon, le dénommé Citolé, pas Chitol, il se prend un carton rouge. Alors, moi, je me positionne, parce que de toute façon, sur la chaîne, vous le savez, quand il y a ce genre de choses, on se positionne. On n'est pas en train de dire que l'arbitre est un assassin ou ce genre de choses. On se positionne juste sur les images qu'on voit et maintenant, en 2026, la VAR est présente. Donc, c'est ce que voient aussi les arbitres en général. Pour moi, je mets pas le carton rouge. Je mets pas le carton rouge sur la faute. Alors, on va me dire, dernier défenseur, il est... je sais plus quel est l'attaquant qui arrive en face à face. Ok, je peux entendre ça, mais pour moi, on est vraiment sur il y a pas la faute, elle est là puisqu'il y a contact et il le déséquilibre. Mais par contre, pour moi, on n'est pas sur un tacle par derrière, on n'est pas sur la volonté véritablement de lui de l'arrêter quoi qu'il arrive. Donc, moi, j'ai toujours du mal avec cette règle-là. C'est une sensibilité faute que je donne, mais pour moi, je mets pas le carton rouge. Et à partir du moment où il y a le carton rouge, soyons très clairs, là, le match, il bascule, non seulement en faveur du Mexique, mais plutôt contre l'Afrique du Sud, mais en plus, il y a ce paramètre de public. Donc, tu es à 10 contre 11. Dans une ambiance survoltée. Alors, il n'y avait pas d'hostilité. J'ai pas trouvé d'hostilité, en tout cas depuis ma télé. J'ai pas trouvé d'hostilité particulière sur l'équipe sud-africaine. On était, oui, clairement sur une grosse ferveur mexicaine, mais pas une ambiance hostile ou délétère. Mais tu te retrouves à 10 contre 11 dans cette ambiance-là, avec cette ferveur-là. Bon, c'est logiquement, c'est ce qui va se passer assez rapidement. Derrière, pareil, je reprends les minutes de jeu. Les minutes de jeu, c'est quoi? On se retrouve avec, c'est un peu plus tard. C'est après il y a le deuxième but. Donc, comme je viens de le dire, à partir de ça, il y a le deuxième but qui va arriver. Très beau but. Franchement, rien à dire. Raúl Jiménez, rien à dire, strictement. On est sur un numéro 9 qui a fait le boulot. En regardant le match avec Aurel qui est sur la chaîne, avec Simon aussi qui est sur la chaîne, et aussi avec Robinson qui est aussi déjà passé sur la chaîne,
donc avec 3 copains, on va dire. On a regardé le match et on se faisait la réflexion. Le seul globalement qu'on connaît, on va dire du grand public, même du grand public, c'est Raúl Jiménez. Parce que sinon, le reste, bon, faut être un peu plus connaisseur, faut aller un peu plus chercher les gars. Bien sûr, il va y avoir maintenant tout un tas de spécialistes de Quinones, mais au moment du coup d'envoi, on les entendait pas forcément non plus. Donc, dans cette histoire-là, évidemment que Raúl Jiménez a été super important. On reviendra dessus peut-être dans une espèce d'évaluation. Mais là, à partir du moment où il y a ce deuxième but, bon, l'Afrique du Sud baisse la tête. Et là, je suis en train de vous partager les stats. Quand on regarde les stats, bon, il n'y a pas de débat, en fait. Il n'y a pas de débat. On est sur une équipe qui a eu 61% du temps la possession, 1,42 de XG face à 0,07. Je répète, 2 grosses occasions à 0, 16 tirs à 3. Ronwen Williams, on lui compte que 2 arrêts, mais franchement, il y a pas mal de moments où il sauve son équipe. Alors ok, il la prend entre les jambes sur la frappe de Quinones. Maintenant, il a permis, je trouve, à l'Afrique du Sud de pas en prendre une plus grosse. Et après, sur le reste, bah oui, c'est des stats un peu moins parlantes, mais bon, 520 passes à 334, les tacles, beaucoup de tacles, coup franc, et puis bah évidemment 2 cartons rouges, parce que ça va être ça aussi le problème. L'arbitre, et c'était un de mes points, c'est que alors, je trouve, hein, mais dans sa manière d'arbitrer, le carton rouge qui est donné à Sitolé, en fait, l'embarque dans une mauvaise dynamique. Et derrière ça, bah forcément, il va être obligé peut-être de compenser, peut-être de... Et quand on regarde la tête du deuxième carton rouge sud-africain, alors ok, le premier, je peux entendre. L'aspect dernier défenseur, il annule une action. En plus, il faut la placer. Ça donne un coup franc et non pas un penalty. Donc, ok, vas-y. Moi, je le chiffrerai pas, mais ok. Par contre, le deuxième, il y a... Si on commence à siffler des cartons rouges pour ça, je dis pas qu'il n'y a pas faute, hein, mais pour être très honnête, au début, je pensais que il allait voir pour l'espèce d'obstruction du Mexicain qui se met carrément derrière pour mettre son cul en opposition. Et en fait, non, oui, on voit bien. Je reprends son nom pour pas l'écorcher. Themba Zwane. Alors, ok, il s'appuie avec les mains, mais pour moi, jamais on met un carton rouge là-dessus. Parce que sinon, si on commence à partir là-dessus, et encore plus, hein, carton rouge direct, hein, je revérifie, mais il n'avait pas pris de carton jaune, donné. Donc, on te met un carton rouge direct, ça me paraît disproportionné. Et là, pour moi, c'est globalement ce qu'on a déjà vu des dizaines, des centaines de fois, c'est-à-dire l'arbitre qui, globalement tenait son match, mais dès la première erreur, bah il est mis dans un tourbillon qui fait que, bah je l'ai dit, là il va pas compenser parce que justement il va encore plus appuyer sur la tête des Sud-Africains, mais à l'arrivée, ça donne pour moi une décision qui est disproportionnée. Donc tu mets à ce moment-là du match, bon, le suspense était mort puisque le Mexique mène déjà 2-0, donc il va pas se passer grand chose. On savait bien que les Sud-Africains allaient parvenir. Par contre, mettre ce type de décision-là 5 minutes de la fin, je vois pas l'intérêt. Parce que le match, comme je viens de le dire, était plié, donc on n'est pas sur un truc vraiment violent. J'ai revu plusieurs fois les images, franchement, j'avoue, je pige pas. Et alors après, là pour le coup c'est de la compensation. Alors oui, il y a faute. C'est Darmon Test, franchement, on en a parlé il y a quelques jours sur la chaîne quand on a fait le
le petit focus Mexique, on a dit que ça faisait partie peut-être des, des bons, des points positifs du Mexique. Bon, la faute, elle est complètement stupide. La faute est complètement stupide. Pareil, est-ce que ça vaut carton rouge? Carton rouge direct, hein. Carton rouge direct. Donc, moi, j'essaie de vous amener sur un truc. On va vite voir, hein. Dans 1 heure et quart, on va arriver sur un autre match qui sera pas celui du pays organisateur. On a tous lu que il y a pas mal de choses qui ne tiennent pas la route dans ce mondial. Va pas falloir en plus commencer à rajouter sur l'arbitrage, hein. Parce que là, si on part sur un arbitrage comme ça, on a tous vu les règles, on a tous vu comment c'était en train de se passer et comment c'était en train de se goupiller. Il va falloir être très clair. Si là, maintenant, on en arrive à chaque contact un peu plus fort que la moyenne, c'est carton jaune, voire carton rouge direct, ça va poser problème, hein. Ça va réellement poser problème, je trouve, pour pouvoir avoir des matchs qui se terminent à 11 contre 11. Donc là, je vois un message de Robinson qui nous dit l'arbitre tue complètement le match. Bah ouais, c'est ça. Moi, perso, j'ai la même sensation. Donc c'est à voir. Attention, on va pas être hâtif à dire que ça y est, tout l'arbitrage est pourri. Mais là, vraiment, ok, le premier, je l'ai dit, moi, c'est ma sensibilité, je mets pas le rouge. Le deuxième, pour moi, pas lieu d'être, pas du tout lieu d'être. Et le troisième, vu que t'es parti dans cette logique-là, bah, t'es obligé, mais c'est mal maîtrisé. Maintenant, reste à voir, et c'est ça, en fait, un peu la question, et dites un peu dans le chat, qu'il commence à y avoir un peu plus de monde, dites dans le chat si pour vous, ça va être une tendance, on va dire, sur le long terme, sur la compétition, c'est-à-dire de siffler avec fermeté et sévérité plutôt chaque contact, ou est-ce que c'est peut-être aussi l'exemple d'un arbitre qui a peut-être un peu raté son match. Ça peut être ça. Moi, je suis sceptique et je vais être un petit peu plus vigilant sur l'arbitrage, qui plus est sur les fameux arbitrages à domicile. Vous savez, on en a bien parlé du côté du FC Copain pendant la CAN. L'arbitrage a été source de problèmes, de moqueries, de tout ça. Là, si on part sur une Coupe du Monde, Gianni Infantino, tout ce qui va avec, Trump et tout ça, et qu'on part sur une compétition avec des dingueries d'arbitrage, là, on n'est pas sur des dingueries. Encore une fois, je dis pas que c'est des dingueries, c'est des mauvaises décisions. Voilà. Mais j'insiste, j'ai hâte de voir le prochain match Corée du Sud Tchéquie pour voir si on est sur les mêmes bases, si on va dire on a la même sévérité, parce que comme je l'ai dit, on a vu ces espèces de nouvelles règles avec l'impression de nous apprendre le football en fait maintenant, enfin de nous réinventer le football comme si le football était un sport qui ne fonctionnait pas et qui n'intéressait pas. Et qu'il fallait le moderniser, pouvoir l'améliorer bien sûr, et c'est l'histoire de ce sport. Maintenant, attention à pas transformer les règles. Et quand j'insiste dessus, c'est parce que aussi ce que j'ai pu voir, ça m'interpelle. Maintenant, l'arbitrage c'est une chose. Maintenant, je peux montrer les stats, hein. Ça n'enlèvera pas la victoire éclatante du Mexique. Et puis, bah, dites-moi, hein, dites en commentaire. Moi, je pense pas que c'est un vrai message. C'est juste, le Mexique s'est rassuré. Le Mexique s'est rassuré en l'emportant et en gagnant un match qui peut, on va dire, te donner plus de, d'assurance et de sérénité pour la suite de la compétition. Là, tu as quelques jours de mémoire, je crois que c'est quasiment une semaine. Ils rejouent dans une semaine, les Mexicains.
le match en plus, c'est contre la Corée le prochain, ouais, c'est le 19. Donc, on est actuellement le 12, donc c'est dans une semaine. Donc, ils rejouent dans une semaine. Là, ils se sont mis dans les meilleures conditions, je trouve, pour pouvoir bien entamer la compétition. Maintenant, forcément, quand on pose la question, quels sont les hommes forts là-dedans, évidemment, les deux gars dont on va parler forcément, bah, ça y est, Quinones et Raúl Jiménez. Maintenant, soyons clairs, quand on regarde de plus près, c'est toute l'équipe mexicaine. Et l'équipe mexicaine, tu trouves quand même une certaine cohérence. Alors par contre, petit bémol sur Rangel. Rangel le gardien mexicain m'a fait limite un petit peu regretter vraiment de pas avoir autre choix dans les buts, hein, parce que pas ultra serein. Beaucoup aimé Vasquez qui a apporté un peu plus de sérénité, alors que normalement c'est plus César Montes qui doit avoir ce rôle-là, mais voilà, on a dit César Montes, capitaine, mais qui prend le carton rouge, même s'il est sévère à la fin de match, bon, c'est pas bon. Bien aimé l'activité d'un Gutiérrez, qui alors ok, il prend un carton à un moment, mais on l'a vu, il s'est pas caché. Et puis après, oui, le reste du milieu, que ce soit Fidalgo, que ce soit Lira ou que ça soit Alvarado. Alvarado pas mal. Petite qualité de pied droit. Pas mal. Par contre, oui, c'est sublimé entre guillemets, si on peut dire sublimé, mais c'est Raúl Jiménez. C'est Raúl Jiménez qui change un peu tout parce que malgré les 35 piges, le Raúl, il y va quoi. Et je pense que dans ce système qui était en tout cas aligné, je sais pas si Agüero va rester là-dessus, mais dans ce système qui est vachement défensif et exigeant, je trouve, pour les Mexicains, ouais, c'est typiquement le 9 qui peut te marquer un but sur coup de pied arrêté. On l'a vu, niveau frappe, il est encore bien présent, l'ami Raúl Jiménez. 35 ans, hein. 35 ans, hein. On pourrait penser que le bonhomme, il serait pas en capacité d'être le titulaire de El Tri, mais voilà, c'est lui. Maintenant, bien sûr, Quinones marque le premier but, et vu ses stats, ah oui, forcément, on a tous été regarder un petit peu ce qu'il avait pu faire cette saison en Saudi Pro League. Ah oui, quand on voit les stats, on n'est pas très étonné de le voir buteur ce soir. Maintenant, on attendait plus Jiménez, comme je l'ai dit moi tout à l'heure, en tout cas, pour être très honnête. Et Jiménez, pour moi, il est pas loin d'être l'homme du match, mais je comprends que dans l'activité, dans ce qu'il a pu débloquer et dans ce qu'il a pu, on va dire, donner peut-être comme émotion même au peuple mexicain, oui, je comprends que ça soit Quinones qui soit élu homme du match. Lui, c'est lui en l'occurrence. Maintenant, côté sud-africain, je l'ai dit, c'est de la déception partout, vraiment, que ça soit Foster que j'ai trouvé emprunté, que j'ai trouvé lent, Reiners qui ouais, c'était faible dans la partie offensive. Mokoena qui normalement est un peu le maître à jouer. Ah, franchement, tu le vois pas, quasiment aucune influence dans le jeu. Et puis une défense qui est très vite. C'est même plus mise sous pression, c'est un peu sous l'eau. Donc heureusement qu'en face c'est le Mexique, parce que sinon ce soir l'Afrique du Sud face à une équipe plus rodée et avec un potentiel plus offensif plus important, je préfère vous dire les gars, ça aurait pu faire 3 ou 4 hein, pour l'Afrique du Sud. Maintenant, on verra ce que l'Afrique du Sud va pouvoir faire, parce que c'est aussi vers ça qu'il va falloir se positionner et aller regarder. C'est l'Afrique du Sud, prochain match, c'est la République tchèque.
c'est déjà un match quasiment à 6 points. Parce qu'on l'a dit quand on a fait le débat sur le Mexique et les chances du Mexique dans cette compétition, euh, toutes les équipes se valent à peu près. Voilà. Il n'y a pas de. Voilà. Forcément, le Mexique est favori de par aussi son statut de pays organisateur, mais il n'y a pas de réel favori, on va dire, avec une marge et une capacité de pouvoir être au-dessus des autres. On va attendre tout à l'heure la Corée contre la Tchéquie, mais il y a peu de chances pour quand même que après ça, on ait une vraie hiérarchie claire, même avec 2 victoires de 2 pays. Donc moi j'attends de voir, mais très déçu de la part des Bafana. Euh, ouais, Ronwen Williams, il est là, mais bon, il y a limite que lui, hein. J'ai limite envie de retenir que lui. Et Mokoena, j'ai pas aimé son match. Après, il est pas tout. Ah, c'est un sport collectif, t'es un 11, mais normalement, lui qui est un peu le régulateur et qui peut mettre un peu le pied sur le ballon et être important dans cette zone du terrain, je l'ai pas vu ce soir. Et si défensivement, tu t'en remets qu'à ton gardien pour pouvoir être bon, compliqué. Et puis offensivement, je sais pas ce que doit faire Foster, hein, mais là, je l'ai trouvé super emprunté, faisant aucune différence. Bon, on peut peut-être se dire que pour les Sud-Africains, on est sur un match raté face au pays organisateur pour le premier match. Il y avait une grosse pression. Peut-être. Moi, je veux bien entendre. Maintenant, il va falloir quand même, vraiment quand même, élever le niveau. Et pour le Mexique, oui, là, je vais pas te dire que tu as assuré ta qualification, parce qu'on l'a dit, ça reste un groupe très homogène et tout le monde peut battre tout le monde. Mais là, une victoire, quand tu sais que les 3 premiers normalement se qualifient et qu'en plus tu as fait le clean sheet avec un 2-0, ouais, les copains, je pense que là, les Mexicains, ils ont quand même envoyé un petit message aux adversaires du groupe. Voilà, pour moi, c'est ça. C'est que ce soir, le Mexique envoie un message aux adversaires du groupe. Maintenant, au reste de la compétition, au reste des 47 autres pays, enfin 46 autres, puisque ils sont concernés avec l'Afrique du Sud, je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Ça me montre pas que le Mexique est un favori dans cette compétition. Maintenant, le Mexique part de plus long et que malgré cette fameuse place de favori un peu enfin pas naturel, mais d'office, parce que t'es pays organisateur, ils n'ont pas tremblé. Et ça peut montrer aussi que avec un gars comme Javier Aguirre, bon, moi je suis pas fan, hein. Je suis pas fan. Ça a toujours été un entraîneur ultra défensif qui a une vision un peu minimaliste du foot. Et perso, je me retrouve pas. Maintenant, on l'a dit pendant le débat, le Mexique a pas la meilleure génération de son histoire. Est-ce que justement, pour pouvoir assurer cette première cette Coupe du Monde à domicile, t'es pas obligé peut-être avec une génération un peu moins talentueuse d'avoir un entraîneur comme ça? Peut-être, ça peut être du sens. Maintenant, le Mexique a montré qu'ils étaient capables de pouvoir aller sereinement dans cette Coupe du Monde. Et ça, pour moi, c'est toujours important. Et ça sera pareil tout à l'heure pour la Corée du Sud face à la République tchèque. Bien débuter dans une Coupe du Monde, c'est pas forcément synonyme de victoire, puisqu'on le dit l'année dernière, pour la dernière Coupe du Monde, l'Argentine perd son premier match et au final, ça va gagner au bout. Donc, je dis pas du tout ça. Par contre, statistiquement, c'est vrai que quand tu commences par une victoire, tu peux vite basculer dans un truc positif. Et surtout, dans des matchs un peu à couteau tiré, ça peut faire la différence. Et en plus, là où ça peut faire la différence, c'est quand tu as une équipe qui est un peu testée, qui est un peu jugée. Et là, ce soir, on avait tous les yeux dessus parce que, soyons très très clairs, les copains, on n'a pas, pour les 22 acteurs, la moitié de la planète football n'a pas forcément peut-être
le parcours d'un Light Foster, le background d'un Joan Vasquez, et on va dire, je sais pas moi, Alvarado ou Reyes, un Jesus Gallardo. Allez, un Jesus Gallardo, on l'a pas forcément. Donc, bien sûr, quand on a vu le match, on peut être vraiment plutôt positif. Moi, si je devais mettre une note pour ce match sur 10, je pense qu'on n'est pas très très loin d'un. Allez, si on paye bien, tu peux partir sur un 5,5, 6. 5,5, 6. Maintenant, la performance de l'arbitre, malheureusement pour moi, entache un peu la note du match. Non pas la victoire des Mexicains, mais elle entache un peu le contenu du match. Maintenant, côté mexicain, voilà, si on doit noter leur match, ouais, on est sur un 8 sur 10. Ils ont répondu. Défensivement, ça a été costaud. Je l'ai dit par contre, Angel, le gardien, pas assurance tout risque. Pas assurance tout risque. Mais c'est quand même positif. Jiménez et Quinones, les deux attaquants, ils viennent à marquer. Donc ça aussi, ça rehausse la note. Ouais. Et vraiment sur l'attitude, ils sont là, ils sont présents. Et hormis, et ça peut-être coûter cher, hein, mais hormis le carton rouge de César Montes à la fin, qui forcément va t'handicaper parce que le prochain match contre la Corée du Sud, t'as pas ton capitaine défenseur, donc ton leader défensif. Donc il va falloir que tu fasses 100. Ça, c'est la seule fausse note qu'il peut y avoir. Mais la soirée est extrêmement positive côté mexicain. Je pense que tout le pays aurait signé pour un scénario comme celui-là. Maintenant, est-ce que ça suffit pour sortir du groupe? Oui. Premier du groupe, je vais pas vous dire que non ce soir parce que ils viennent de gagner leur match d'ouverture, mais sur ce qu'on a vu que ça risque d'être un groupe homogène où il y aura peut-être pas que des victoires à chaque fois. Ouais, ils prennent une sérieuse option et si on doit répondre à la question, ils ont envoyé un message, comme j'ai dit tout à l'heure, aux autres participants, c'est que la première place, ils sont dessus, ils sont présents et il va falloir quand même sortir les matchs pour pouvoir les sortir. Et que ça soit la République tchèque ou la Corée du Sud, bon, on parle pas non plus de 2 cas d'or en face. Donc, qu'ils aient envoyé un message pour ce groupe, oui. Maintenant, pour le reste de la compétition, non, on va se détendre. Ça reste quand même qu'un 2-0 contre l'Afrique du Sud en match d'ouverture. Voilà. On va pas s'enflammer au point de dire que le Mexique, ça y est, a basculé dans le camp dans l'histoire des favoris. Non, on va rester lucide. Maintenant, oui, t'as réussi le match. Je l'ai dit, il y avait l'état d'esprit nécessaire et extrêmement positif. La ferveur du peuple mexicain derrière. C'est toujours un peu plus facile aussi quand on est soutenu par Salma Hayek. Bon, voilà. Je précise juste, c'est une petite phase, mais non, mais plus sérieusement, le public a vraiment joué son rôle ce soir. Donc oui, bien évidemment, je pense que la victoire mexicaine, elle est méritée. L'Afrique du Sud va falloir vraiment se réveiller, sinon dès le prochain match, c'est fini. Hein. Là, franchement, ils refont le même type de match, c'est terminé pour eux. Hein. Je vois pas d'autre chose parce que proposer aussi peu et je remontre les stats, se retrouver avec 0,07 de XG pendant 90 minutes. Bon, les copains, ça reste quand même trop léger dans une Coupe du Monde, même à 48 ans. Donc, va falloir forcément faire un petit quelque chose côté sud-africain. Bon, on va faire un tout petit focus de 2 minutes sur le Corée du Sud-Tchéquie, parce qu'on va revenir tout à l'heure à la fin du match. Donc,
On va être clair, ce soir, la tendance, j'arrive pas à la trouver entre la Corée du Sud et la Tchéquie. Franchement, j'arrive pas à vous dire qui est favori. Pour moi, c'est un peu du 50-50. Et de ce match-là, dépendra bien évidemment aussi un peu l'avenir du groupe et ce que ça va nous, ce que ça va nous donner comme tendance et peut-être aussi pour affiner cette fameuse réponse, est-ce que le Mexique a envoyé un message? Parce que ce soir, cette nuit, si la Corée du Sud vient en marquer 5 contre la Tchéquie ou inversement, peut-être que le vrai message qui aura été envoyé, ça sera par l'autre équipe. Maintenant, cette question-là, pour moi, elle avait du sens parce que c'est le pays organisateur et qu'on doit forcément aussi un peu se positionner sur ce statut-là qui est toujours un peu particulier. Voilà. Donc, message aux autres sélections du groupe. Par contre, non, message au reste de la compétition, on va attendre. Peut-être qu'après une autre victoire pour le deuxième match convaincante comme ça, peut-être qu'on pourra se dire attention les Mexicains. Mais on en a déjà parlé, on le sait tous. Les Mexicains, il y a un plafond de verre. Le 8e de finale, c'est extrêmement difficile. Donc, on va déjà attendre qu'ils se qualifient pour pouvoir se dire on part sur un message qui est envoyé. Donc, voilà. Pour moi, ce soir, c'est un bon message. C'est une belle prestation. Amis sud-africains, par contre, bougez-vous, parce que sinon, ça va vite être retour à Johannesburg. Et ça serait dommage. Moi, j'aime bien cette équipe, mais je commence à être un peu inquiet. La CAN 2025 n'était pas bonne. Là, on est sur une tendance qui n'est pas extrêmement bonne aussi. Bon, je pense que, attention, les Sud-Africains, faut se réveiller. Voilà les copains, moi je vais m'arrêter là, 40 minutes. Je pense qu'on est bon pour ce petit débrief solo. Comme j'ai dit, on va en faire pendant toute la Coupe du Monde et pas plus tard que tout à l'heure, dans quelques heures, après le République tchèque, Corée du Sud. Donc merci à tous d'avoir suivi le live, comme d'habitude les copains, disponible en replay dans quelques minutes sur la chaîne, disponible aussi dans quelques dizaines de minutes en podcast sur toutes les chaînes, sur toutes les plateformes, type Deezer, Spotify, Apple Podcast. Même si vous voyez le live en replay, genre un petit commentaire, un petit like, ça fait vivre le débat et on n'hésite pas à vous répondre quand vous êtes super pertinent, mais vous êtes souvent super pertinent les copains sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner. Je dis jamais non. Un petit abonnement, c'est ce qui nous donne de la force, c'est ce qui nous donne envie de continuer. Même là, à 3h10 du matin. Voilà. Et puis, comme d'habitude, vous connaissez, si vous êtes là abonné sur la chaîne, OFC Copains, vous gardez en tête qu'on est ouvert toute l'année. Ciao les copains. Ciao.